Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord vous dire que je suis très heureux de participer à ce congrès international portant sur la TACD et par la même occasion, je voudrais également vous souhaiter bonne continuation. Au travers de cette communication, j'ai l'honneur de vous présenter mon travail de recherche intitulé « Reconsidérer ces pratiques de classe par le truchement du guide pédagogique, les enjeux de la TACD et les apports d'une ingénierie coopérative ». Alors, pour commencer, je vais vous présenter le plan de cette communication qui va connaître 4 moments. Au travers le premier, je vais rappeler le contexte et j'essaie de cerner la problématique. Le deuxième moment sera réservé à l'exposition des 2 cadres théoriques et méthodologiques. Le troisième moment sera consacré à la présentation, l'analyse et la discussion des résultats obtenus. Et enfin, au travers du dernier moment, je vais vous parler des limites et des perspectives de cette recherche. D'emblée, je rappelle que la problématique tourne autour de l'enseignement-apprentissage du FLE au primaire. Et dans ce contexte, tous les professeurs de français du cycle primaire en Algérie, de la 3e à la 5e, en passant par la 4e AP, conduisent leur pratique de classe à partir de leur manuel scolaire, mais sans aucun guide pédagogique. Cette recherche se focalise toutefois sur l'enseignement du lire-écrire en classe de première année de français, c'est-à-dire les classes de 3e AP. D'où notre objet de recherche, l'enseignement du lire-écrire en classe de 3e AP, prenant appui sur le manuel scolaire sans aucun document auxiliaire. Sur la base justement de cet objet de recherche, il a été décidé d'expérimenter une ingénierie didactique coopérative qui a pour objectif de provoquer une transformation de la réalité didactique de cet enseignement, mais à partir de l'analyse des pratiques de classe effective. Dans ce sens, cette recherche tente de répondre à 2 questions. La question 1, de manière globale, a pour but de comprendre comment, faute de guide pédagogique, les professeurs arrivent-ils à conduire leur jeu didactique. La question 2, en quoi justement cette ingénierie didactique coopérative peut-elle être un vecteur de transformation des pratiques de classe dans le cadre de l'apprentissage du FLE. Pour le cadre théorique, je peux dire qu'il est plus ou moins riche. Concernant les manuels scolaires et les guides pédagogiques, ce projet se fonde sur les travaux de Chopin, de Verdion-Bourgade et ses alliés. Pour l'apprentissage du lire-écrire, il se réfère aux travaux de Gouagouisset. Quant à l'ingénierie coopérative et la TACD, il se rapporte principalement aux travaux de Sansevet et Merci. Comme vous pouvez le constater sur cette diapo, le cadre méthodologique repose sur 1. Plusieurs techniques pour la collecte des données. 2. La TACD comme méthode d'analyse. 3. Une approche comparative. Dans ce sens, plusieurs recherches ont été sollicitées. À titre d'exemple, nous citons les travaux de Sansevet, de Chemin-Davin, Dubosc, etc. Il est très important à ce stade de préciser que cette recherche a connu 3 étapes fondamentales. Étape 1, étude sur le terrain sans le dispositif du guide pédagogique. Étape 2, la conception d'une ingénierie coopérative. Étape 3, l'expérimentation de l'ingénierie coopérative. C'est ce qui explique le choix de la méthode comparative parce qu'on a croisé les données du dispositif sans guide pédagogique et les données du dispositif avec le guide pédagogique. Cette comparaison va bien sûr ouvrir le sujet des analyses et des résultats. Je voudrais rappeler ici que cette recherche s'est fondée sur 3 analyses. Une première analyse fondée sur le quadruplé du jeu, une deuxième analyse fondée sur le triplé des jeunesses et une troisième analyse portant sur les entretiens d'autoconfrontation. La première analyse sur la base du quadruplé du jeu a révélé que P1 a conduit tout son jeu oralement et elle n'a pas mobilisé son milieu matériel. Elle a joué le rôle du maître diffuseur de connaissances. Quant à P2, elle a inscrit tout son jeu dans la calligraphie. Elle a sous-estimé carrément la production écrite. De même, elle n'a pas pu satisfaire à la condition de dévolution. La deuxième analyse a en fait pour but d'appréhender la conception des 2 professeurs envers l'apprentissage de la lecture-écriture. Alors, pour P1, elle considère la lecture en classe de première année de français comme un apprentissage qui se réalise oralement. Pour P2, concernant les jeux de production écrite, elle voit que c'est un apprentissage qui n'a pour objectif que le respect des normes d'écriture. Et selon elle toujours, il est très tôt pour parler de la production écrite en première année de français. Je vais maintenant entamer l'analyse des jeux didactiques réalisés par le moyen de notre ingénierie. Toujours sur la base du quadruplé du jeu, cette analyse nous a fait remarquer que P1 a conduit différemment son jeu par rapport au premier. Elle a proposé plusieurs activités et diverses tâches pour faire acquérir des compétences de compréhension, de déchiffrage et de compétences socio-linguistiques. De l'autre côté, c'était facile pour mettre ses élèves dans des situations adidactiques. Pour P2, qui a également revu ses stratégies par rapport à son premier jeu, elle a cette fois-ci pris la restrictions didactique comme principe de base. Elle a fait réaliser des tâches pour faire
écrire des mots, pour faire respecter les normes d'écriture et surtout pour faire produire une petite phrase. L'analyse des entretiens concernant les deuxièmes jeux nous a fait comprendre cette fois-ci que P1 trouve la lecture comme un apprentissage pour faire acquérir des compétences de déchiffrage et de compréhension par le moyen de texte écrit. P2, à son tour, revient dire que la production écrite devra également avoir pour objectif et la calligraphie et la production écrite. Selon elle, c'est un apprentissage possible, même s'il s'agit de faire produire une petite phrase seulement. D'une manière également synthétique, les données démontrent qu'avec l'ingénierie, P1 a favorisé la position basse qui a été estimée à 81,38%. Rappelons que cette position a pris le pourcentage de 32,20 lors du premier jeu. Un autre exemple, elle a durant le premier jeu favorisé l'explication avec 37,89% et elle a banni totalement les activités d'écriture, 0%. Contrairement à cette stratégie, elle est arrivée plus ou moins à équilibrer son planisphère de la lecture-écriture. Comme vous pouvez le constater sur cette diapo, elle a donné aux activités d'écriture 12,95%, aux questions orales 16,03% et elle a presque banni l'explication. Je pense que le pourcentage de 2,64% en témoigne clairement. Pour P2 maintenant, qui a également inversé les données, lors du deuxième jeu, elle a donné plus de temps aux élèves, 59,50%. Rappelons que les élèves, durant le premier jeu, n'ont bénéficié que de 45,25%. Un autre exemple, lors du deuxième jeu, elle a favorisé la position basse avec un pourcentage de 74,71%. Cette position n'a pris que le pourcentage de 34,70% seulement lors du premier jeu. Concernant la mise en genèse, les données ne sont pas les mêmes. À titre d'exemple, comme vous pouvez le constater sur cette diapo, les tâches relatives à la production écrite ont passé de 0% lors du premier jeu à 34,88% lors du deuxième jeu. Et si on ajoute le pourcentage de 7,99% réservé aux normes d'écriture, je dirais qu'il n'y a pas de doute, la dissemblance est visible. Nous en venons maintenant au résultat. Par rapport à la première expérimentation, P1 et P2 ont pu tenir une position basse durant un temps très considérable. Tous les enseignants ont attribué un temps très considérable à leurs élèves par rapport à celui qu'ils se sont alloués. Les professeurs ont donné plus de sens à l'apprentissage qu'à l'enseignement à travers plusieurs activités orales et écrites. Sans doute, la dissemblance est visible entre les deux expérimentations. Un autre résultat par rapport à la conception des professeurs, P1 et P2, qui se méprenaient sur la nature de la lecture-écriture en classe de première année de français, sont parvenus, grâce à l'ingénierie, à reconsidérer leur conception vis-à-vis de cet enseignement. Cette ingénierie constitue un outil auxiliaire pour renforcer les chaînes d'utilisation. Il peut déjouer les lacunes de l'artefact. Cet outil peut être considéré comme un vecteur de formation continue et il peut contribuer à développer les pratiques enseignantes qui peuvent à leur tour déployer davantage les pratiques de classe. Et sans nul doute, l'ingénierie coopérative peut contribuer à accroître les différentes formes d'articulation entre recherche et formation continue surtout. Au terme de cette présentation, je vais vous parler des limites et des perspectives de cette recherche. À vrai dire, cette expérimentation n'a été réalisée que dans un contexte très restreint et elle ne s'est fondée que sur 2 professeurs seulement. C'est pourquoi qu'il est utile d'élargir l'échantillon. Et d'une autre part, avec le soutien de tout un groupe de chercheurs, il serait possible de conduire un projet de recherche, toujours par le moyen de la TACD et dans le cadre d'une ingénierie coopérative, en vue de la conception des outils didactiques propres à l'apprentissage du FLE, notamment pour le cycle primaire. Il ne me reste qu'à vous remercier de l'attention que vous avez consacrée à ce travail de recherche. Merci à toute l'équipe qui a organisé ce séminaire malgré cette pandémie exceptionnelle. Merci à cette technologie qui nous a permis de se réunir contre vent et marée.